Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes à 50 km au sud-est de Bordeaux dans le magnifique domaine de Malagar à Saint-Mexant. Je ne suis chez moi nulle part qu'ici, écrivait François Mauriac, romancier, poète, académicien, prix Nobel de littérature en 1952, journaliste à la plume acérée. François Mauriac nous a quittés il y a tout juste 50 ans. Il adorait ces lieux qui furent pour lui un refuge et une inspiration. Durant cette émission, nous allons vous faire découvrir cette propriété qui est désormais un centre culturel. Depuis que les enfants de l'écrivain en ont fait donation au conseil régional, une visite au cours de laquelle nous retrouverons la petite fille et l'arrière-petite-fille de François Mauriac, Nathalie Mauriac d'ailleurs et Léa Wiazemski. Vous verrez que de nombreux travaux sont engagés ici afin de faire vivre cette demeure et son riche patrimoine. Et puis nous parlerons aussi du monde du livre. La littérature fut beaucoup d'entre nous une merveilleuse compagne durant le confinement. Nous verrons comment s'en sortent les auteurs, les éditeurs, les libraires de Nouvelle-Aquitaine. Pour l'instant, partons ensemble à la découverte de Malagar, un refuge et une inspiration pour François Mauriac. Et nous voici sur la terrasse de Malagar avec cette magnifique vue qui a beaucoup inspiré François Mauriac. Il y écrivait notamment son fameux bloc-notes. On va tout de suite se connecter avec Léa Wiazemski. Bonjour Léa Wiazemski. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes comédienne, écrivain, vous êtes l'arrière-petite-fille de François Mauriac. D'abord, pouvez-vous nous dire ce que représente Malagar pour vous et quels souvenirs vous y avez? Malagar, c'est ma maison. C'est l'endroit où je me sens le mieux au monde. J'ai passé toutes mes vacances d'enfance jusqu'à l'âge de 6 ans et demi, ici, chaque été, pendant 1 mois. Donc j'ai des souvenirs merveilleux avec mes parents, mes grands-parents aussi, maternels, qui venaient chaque été. Et Malagar, à chaque fois, c'est un retour aux sources. C'est comme si je rentrais à la maison. Donc c'est vraiment l'endroit que j'aime le plus. Alors, vous n'avez pas eu le bonheur de connaître votre arrière-grand-père, mais vous l'avez lu, ses romans, son bloc-notes évidemment. Est-ce qu'il a des équivalents aujourd'hui? J'en vois pas. Après, peut-être que je ne connais pas tout le monde, mais c'est vrai qu'il avait une patte, un humour, une modernité dans ses chroniques certaines pourraient être écrites aujourd'hui, tellement elles ont une fulgurance incroyable, et une drôlerie aussi. Léa Wiazemski, vous êtes aussi la fille de l'écrivain Régine Deforges. Vous écrivez vous-même. Est-ce que ça a été compliqué de se lancer? Je m'étais toujours dit que j'écrirais jamais. À l'âge de 20 ans, une voyante m'avait dit que j'écrirais. Je lui avais ri au nez. Ça s'est fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ça s'est fait. Voilà. Donc c'était pas ni évident ni pas évident. J'ai eu de la chance de pouvoir être éditée plusieurs fois. De continuer à l'être, donc pourvu que ça continue surtout. Si vous aviez un livre de François Mauriac à nous conseiller, lequel choisiriez-vous? Moi, mon préféré, c'est La fin de la nuit. Voilà. Je trouve que j'adore la femme que Thérèse est devenue dans ce roman-là. Enfin, je la trouve fascinante. Beaucoup plus que dans Thérèse. Merci beaucoup Léa Wiazemski d'avoir participé à cette émission ici au domaine de Malagar. Merci à vous. Avant de découvrir le domaine de Malagar, François Mauriac naquit et grandit à Bordeaux. L'histoire de cette ville est celle de mon corps et de mon âme, écrivait-il. Marie Neuville et Philippe Turpot se sont glissés dans les pas de l'écrivain. Regardez. Au cœur de Bordeaux, derrière les volets clos, une maison emblématique où aucune caméra n'est jamais entrée. Si le mobilier a changé, les pièces, notamment cette chambre, restent chargées d'histoire. Sa maman a accouché dans cette maison, donc le 11 octobre 1885, et il va y passer les 20 premiers mois de son existence, jusqu'à ce que son père, rentrant un soir de son périple dans les Landes, dans les propriétés familiales, se trouve mal et finisse par mourir le lendemain. Pour fuir la solitude, sa mère s'installe avec ses 5 enfants au dernier étage de l'immeuble familial. François, le petit dernier, grandit avec ses grands-parents maternels, de riches marchands de tissus. Ce sont des souvenirs à la fois tendres et sombres. Tendres parce que cette vie, elle se passe autour de sa mère, de cette image maternelle qui est bienfaisante et protectrice. Mais évidemment triste parce qu'il sait très bien qu'il est tout seul, qu'il a perdu son père, que sa mère est immensément triste de cette disparition. Enfant, adolescent, étudiant, au gré des nombreux déménagements de sa mère, François Mauriac va vivre dans différents quartiers de Bordeaux. À 22 ans,
il part à Paris. C'est le début d'une nouvelle vie. Son premier roman à succès, Le baiser aux lépreux, est publié en 1922. Et nous sommes en compagnie du propriétaire des lieux, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset. Bonjour. Merci d'être avec nous. On voit que la région investit dans ce domaine de Malagar. Il y a une grande campagne de travaux. Pourquoi avoir voulu rénover ce lieu? Parce que c'est un lieu qui doit être vivant. Ce n'est pas un lieu simplement mémoriel autour de François Mauriac, de son œuvre. C'est aussi ce qu'un écrivain peut nous apporter aujourd'hui, comment les jeunes et les moins jeunes, et on a réussi quand même. Et on fait venir 600 à 700 personnes en période non Covid pour entendre des auteurs, des écrivains, des dessinateurs, pour réfléchir à haute voix, faire œuvre de culture et de citoyenneté. Donc il faut que tout ça soit comme un bon propriétaire, la région. C'est pas moi le propriétaire, c'est le conseil régional, depuis 1985. Alors on va rentrer dans les lieux, on va aller faire une petite visite. Avec plaisir. Donc là on est dans La Souillarde. On sait que vous êtes un amoureux de François Mauriac et de son œuvre, que ce soit l'œuvre journalistique, le bloc-notes, mais aussi les romans. Est-ce que vous avez un livre fétiche et pourquoi vous aimez cet auteur? Alors, c'est le livre de raison. Un livre, Anne-Marie Colcula le dit, que l'on écrit voilà, le nombre de barriques qui a été vendu, le temps qu'il a fait. C'est le journal de bord de Malagar, en fait. Un peu, et où Mauriac dit son état d'esprit avec, d'ailleurs, un paradoxe. C'est que parfois, il est subjugué par Malagar, il adore, il est là, il y a Gide qui vient, il y a des amis qui viennent, le préfet de Launay, etc. Et puis d'autres fois, il a hâte de partir, le temps, la solitude, l'embarque. Mais on y retrouve des fulgurances. Après la guerre civile espagnole, des jeunes Espagnols sont ici à Verdelais, il les reçoit. La débâcle en 1940, il accueille beaucoup de monde de sa famille ou de ses amis. Malagar est un lieu Un refuge. Oui, d'accueil, un refuge. Et puis on voit bien qu'il attend ses enfants, ses petits-enfants. Ici, c'est pour ça que ce petit ouvrage qui se lit très vite, le livre de raison de Malagar. C'est votre conseil lecture pour nous. Merci beaucoup Alain Rousset. Merci beaucoup. Et nous allons maintenant retrouver Diane Mespoulette. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Vous êtes assistante du projet Malagar numérique. Donc vous nous proposez ici une visite virtuelle en fait de la maison. Tout à fait. Donc c'est vrai que ça fait depuis 1 an et demi qu'on est en travaux. On ne peut plus physiquement visiter la maison. Donc on a imaginé un nouvel outil et virtuellement on peut flâner de pièce en pièce. Donc là on est dans la cuisine par exemple. Tout à fait. Et on peut avoir accès à des détails, c'est ça? Oui, c'est une visite virtuelle mais c'est aussi une visite enrichie. On peut avoir différents points de perspective dans une même pièce et on peut aussi convoquer des archives, des objets où on peut avoir des focus. Par exemple cet objet qui est dans la cheminée. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est un grilloir à café et donc c'est vrai qu'on peut le voir beaucoup mieux et ça c'est des objets qu'on peut découvrir comme ça émaillés et distillés dans toute la maison et dans toutes les pièces. On passe la porte. On passe la porte et là on change de d'écran. pièce. Voilà, on se retrouve de l'autre côté. Je peux aussi dans le même point de perspective changer de perspective, faire un focus, par exemple, sur ce joli portrait de Claire Mauriac, et je peux la convoquer pour avoir vraiment un focus sur ce portrait de Jacques-Émile Blanche. C'est Claire Mauriac qui est une des filles de François Mauriac. Donc vraiment, les choses sont plutôt bien encadrées, bien scannées, et c'est vraiment très agréable, je trouve. Et je suppose que les visiteurs apprécient beaucoup cet outil. Merci beaucoup pour cette visite virtuelle. Merci. Avec Anne-Marie Colcula. Bonjour. Vous êtes la présidente du centre François Mauriac de Malagar. Rappelez-nous, quelle est la vocation aujourd'hui de ce centre?
La vocation de ce centre, c'est à la fois d'être une maison d'écrivains dédiée à François Mauriac et à son œuvre, mais c'est aussi une maison, c'est un lieu où l'on peut en quelque sorte travailler à tous les éléments de la création. C'est un lieu aussi de recherche, de débat, d'ouverture sur le monde, ça c'était important. C'est une réplique, si j'ose dire, à François Mauriac. François Mauriac n'est pas simplement le romancier dont vous avez très bien entendu parler tout à l'heure, c'est essentiellement aussi un journaliste qui vit avec le monde, qui a écrit quantité d'articles de journaux. Donc à partir de ce moment-là, finalement, on a suivi sa trace. Et puis c'est un homme qui a insufflé l'amour de la littérature dans sa famille. On voit qu'il y a énormément d'écrivains qui traversent cette famille Mauriac. Oui, il y a comme une dynastie en quelque sorte. Mais c'est vrai, son frère aîné a écrit aussi. Anne Wiazemski, on a finalement une pépinière, un creuset d'écriture. Il faut l'expliquer aussi par le milieu social intellectuel. Ce sont des gens qui, à partir du 19e siècle, ont assez d'espace de liberté, on dirait maintenant assez de loisirs, pour pouvoir se consacrer à la gestion de leur domaine sans pour autant l'exploiter directement, et pour pouvoir se poser, s'arrêter, réfléchir. Alors Mauriac est quelqu'un qui travaille beaucoup, mais qui écrit. C'est son écriture, en quelque sorte. Merci beaucoup, Anne-Marie Cocula, d'avoir répondu à nos questions pour cette émission spéciale. Merci à vous. Le secteur de l'édition de l'ouest de la France est aujourd'hui dominé par une structure basée à la Crèche dans les Deux-Sèvres. La Geste propose un catalogue à l'esprit régionaliste, plus de 4000 ouvrages depuis ses débuts. La maison d'édition à travers ces 4 décennies et la crise du coronavirus. Reportage Jérôme Deboeuf, Cécile Landais. À quelques kilomètres de Niort, dans les Deux-Sèvres, le plus gros éditeur de la région Nouvelle-Aquitaine. Les éditions La Geste, ce sont 3000 mètres carrés de stock, une vingtaine de salariés et 300 ouvrages édités par an. Le Pays Basque, la Bretagne. Ce matin-là, le directeur éditorial Romain Naudin reçoit l'un de ses auteurs, Xavier Leroux. Il est question de l'avenir de son roman noir, dont la sortie a été compromise par la crise sanitaire. On oublie celui-là, ou est-ce que c'est envisageable de... Pourquoi pas refaire un lancement de ce livre, vu qu'il a été coupé net par la pandémie et le confinement? Nous, il n'y aura pas de... Enfin, je te l'ai peut-être dit, mais il n'y aura pas de livre sacrifié. C'est-à-dire que les livres sortis même fin février ou début septembre, juste avant la crise du Covid, seront de toute façon retravaillés. Xavier Leroux est journaliste à Niort. Pour son premier roman, il s'est naturellement tourné vers cette maison d'édition. De manière personnelle, Geste Édition, les ouvrages de Geste Édition, ce sont des ouvrages qu'on voit autour de nous localement. Donc naturellement, effectivement, c'est une maison d'édition vers laquelle je suis allé, puisque... il y avait l'avantage de ne pas avoir tous les écueils et toutes les étapes. C'est-à-dire qu'on a un contact de proximité. L'éditeur a développé plusieurs labels pour publier des romans. Mais son cœur de métier a toujours été la mémoire régionale. Une ligne éditoriale qui aujourd'hui s'étend de la Loire-Atlantique au Pays Basque, mais qui a commencé entre Vendée et Poitou il y a presque 40 ans. On a ici les tout premiers livres édités par La Geste, à l'époque où La Geste s'appelait l'UPCP, La Geste paysanne. Il y a l'un des premiers livres qui me tient à cœur, qui s'appelle Le Bestiaire Poitevin. Voilà, ce livre-là, il a pris un peu la poussière d'ailleurs. Mais ce livre-là date d'avril 84. Les racines de la maison d'édition sont étonnantes. Au début des années 70, un travail de collecte de la mémoire paysanne est entrepris par une poignée de passionnés. Des textes qui, en 1974, deviennent un spectacle gigantesque à Verhuy, dans les Deux-Sèvres. 300 figurants animent un livre vivant. C'est la Geste paysanne. Moi, je trouve que le fait que tu reprennes le logo régional est pas mal sur celui-ci. La longévité de l'éditeur s'explique en partie grâce à son indépendance et à une maîtrise totale de ses projets. C'est le cas notamment de toute la charte graphique. On essaie toujours de donner l'accroche locale sur la couverture. Et puis après, il faut trouver un nouvel esprit pour illustrer chaque label. Par exemple, si on fait une collection polar, bien sûr, ça ne sera pas du tout le même esprit que si c'est un album jeunesse ou voilà. Donc ici à Geste, on a une telle variété de collections que
Ça permet vraiment de balayer tous les univers et donc c'est ce qui est très intéressant ici, quoi. La force de la Geste, c'est aussi son statut de distributeur. Les éditions Actes Sud notamment passent par son réseau pour diffuser ses publications sur l'ouest de la France. 7 commerciaux assurent un maillage de proximité inégalé. Aucun point de vente n'est oublié. On va de la grosse librairie, si on pense à Amola à Bordeaux, à toute petite maison de presse, par exemple le Matoulu à Mel, ou même la petite Avapresse, ou comme vous dites, une petite supérette dans un village. Effectivement, c'est prospecté par nos commerciaux. La crise du coronavirus, la fermeture des librairies pendant 2 mois, ont fait perdre à la Geste presque un tiers de son chiffre d'affaires. Son indépendance, ses fonds propres, lui ont permis de garder la tête hors de l'eau pour repartir sur de nouveaux projets. Et nous voici maintenant dans l'emblématique allée de cyprès qui est devenue le logo de Malaga. François Mauriac en a fait planter 130 après avoir été émerveillé par leur beauté lors d'un voyage en Toscane. Nous retrouvons Patrick Volpiac, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Alca, l'agence livre, cinéma et audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine. On sait que la pandémie a très durement touché le secteur culturel et touristique. Concernant le monde du livre, quelle est la situation aujourd'hui? Aucune librairie aujourd'hui n'a évoqué une fermeture potentielle. Donc c'est une bonne nouvelle. Oui, certains indiquent quand même qu'il y a des chiffres d'affaires qui, pour certaines, ont baissé. Je pense à des petites unités. Mais sommairement, on a gardé à peu près notre ensemble de libraires sur la Nouvelle-Aquitaine. Libraires indépendants, bien sûr. Alors finalement, on peut dire que le spectacle vivant est très durement touché, mais le livre, la littérature, l'édition est relativement épargnée finalement. Dans notre région, on a à peu près 180 éditeurs, donc plutôt un nombre intéressant. Peut-être je peux expliquer 3 groupes à peu près, 3 types de groupes d'éditeurs. Vous avez des éditeurs qui sont des éditeurs, je mets le terme entre guillemets, militants, c'est-à-dire bénévoles, et ils travaillent sur des champs tels que le patrimoine ou sur la poésie, dont le marché est relativement faible, et ils créent des collections et ils s'organisent pour la vente, présence sur des salons, mais quelquefois aussi en librairie, quand des libraires se spécialisent un peu sur ce champ-là. On peut dire que là, cette période de pandémie et donc d'arrêt d'activité les met en difficulté, mais on pense qu'ils peuvent être en capacité de rebondir. Ils ont plutôt réduit leur volume d'activité. Ça représente à peu près 20%, ça. Vous avez 30% des éditeurs. Ce sont des éditeurs qui ont qui sont sur tous les champs, qu'on soit sur la bande dessinée, qu'on soit sur la littérature, qu'on soit sur le livre jeunesse, qu'on soit sur le patrimoine, qu'on soit sur la poésie telle que je le citais, qui s'organisent de telle manière qu'une grande partie de leur vente se fait ce qu'on appelle nous in situ, c'est-à-dire lors de manifestations. L'arrêt des manifestations aujourd'hui est un énorme handicap pour les foires du livre, les dédicaces. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est une vraie difficulté que l'on accompagne et qu'on s'efforce d'analyser. Vous savez, c'est le principe des livres. Vous avez des livres, ils partent en diffusion-distribution, ils arrivent chez le libraire, ils sont vendus ou ils ne sont pas vendus. Et s'ils ne sont pas vendus, ils reviennent. Donc là, vous avez 5-6 mois. On est dans les 5-6 mois, donc on va bientôt entendre les problématiques de retour. Et donc, de fait, nous devrons d'accompagner ces éditeurs-là. Et les derniers, c'est les gros éditeurs, nous en avons aussi dans notre région, et qui, eux, travaillent avec la librairie, diffusion, distribution, c'est-à-dire schéma traditionnel, ont des présences sur les salons, mais via des libraires, pour la plupart. Et là, aujourd'hui, je dirais, s'ils ont des auteurs reconnus, identifiés, comme l'ont un certain nombre, c'est vrai que l'activité naturelle des libraires fait qu'ils vont à peu près retrouver. Alors, je ne crois pas qu'ils retrouveront les chiffres d'affaires de l'année 2019, mais on peut imaginer qu'ils bénéficient un peu de l'augmentation des chiffres d'affaires de ces libraires. Merci beaucoup, Patrick Volpiac, d'avoir répondu à nos questions dans cette magnifique allée de cyprès de Malaga. C'est donc l'une des bonnes surprises de l'après-confinement. Après des mois de fermeture qui ont été compliqués pour tout le secteur, les librairies enregistrent depuis cet été une forte hausse des ventes. Exemple en Haute-Vienne, à Saint-Junien et à Limoges avec le reportage de Vanessa Finot et Mathieu Desgremont. Je vais reprendre pour mon mari, si vous m'avez quelque chose un peu de politique. C'est l'un des effets secondaires du coronavirus, l'appétence des lecteurs pour les librairies depuis le déconfinement. Vous avez été heureux de retrouver le chemin des librairies? Regardez, oui, vraiment, dès qu'on a une librairie, on rentre volontiers dedans, tout à fait. Moi, j'ai besoin de toucher les livres, surtout. Un livre, c'est sensuel, c'est un peu comme dans les brocantes, il faut pouvoir l'ouvrir, le manipuler. Voilà, on ne peut pas se contenter d'acheter un livre sur Internet, c'est pas possible.
Depuis juin, cette libraire de Saint-Junien a augmenté de près de 30% son chiffre d'affaires par rapport à 2019. Elle a même rattrapé le manque à gagner dû au confinement. Le jour de l'ouverture, donc c'était de la réouverture, c'était un mardi. Et on a eu une quantité de visiteurs, de clients et de commandes, dont une, je crois que je m'en souviendrai toujours, avec 55 livres. Une liste de 55 livres en commande. Cette tendance, l'Observatoire des librairies l'a mesurée au niveau national. Entre mi-mai et mi-juillet, les ventes ont progressé en moyenne de 19,6%. Au-delà du bilan comptable, ce libraire de Limoges souligne un possible changement de comportement plus profond. Il y a peut-être des gens qui, par rapport à ce confinement, se sont posés des questions sur la société dans laquelle on vit aujourd'hui, qui cherchent peut-être des valeurs différentes. Peut-être que plutôt que de commander sur Internet, sur un certain nombre de sites qui ont fait un peu polémique pendant le confinement, il y a plus de valeur d'avoir un contact directement avec des gens. Moi, ce que je constate, c'est que, contrairement à d'habitude, on a des gens qui aujourd'hui sont plus dans le conseil qu'avant. Goût de la lecture retrouvé, offre accessible à l'heure d'un monde culturel à l'arrêt. Sous leur masque, les libraires ont le sourire et devraient le garder, avec une rentrée littéraire qui mise sur des valeurs sûres. Et les auteurs, comment ont-ils vécu cette drôle de période? On va poser la question à Beata Oumouliayi-Mérès. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes bordelaise, vous êtes l'auteur de ce roman, premier roman excellent au demeurant, Tous tes enfants dispersés. Il porte les voix de 3 générations dont les liens ont été rompus par le génocide rwandais. Il a eu une vie avant le confinement, un bon accueil, ce livre. Comment ça s'est passé? Oui, alors le génocide des Tutsis du Rwanda, les mots sont importants, je précise toujours. Oui, il a eu quand même plusieurs mois de vie, un très bon accueil, que ce soit de la presse, des libraires. Donc, contrairement aux personnes qui ont eu leurs livres publiés en janvier, février, je n'ai pas eu l'impression que mon livre n'avait pas eu la possibilité de vivre et d'être lu. Et justement, cette période-là, très particulière, comment on la vit quand on est écrivain comme vous? Est-ce qu'on écrit ou est-ce qu'on est un peu à l'arrêt comme le reste de la société? Quand on est écrivaine, et le E là veut dire aussi que j'envisage ça de mon point de vue de femme, et en l'occurrence aussi de mère. Et je pense que, comme la plupart des gens qui sont parents, le confinement a voulu dire travailler en étant à la maison, ce qui est très paradoxal. Et donc l'écriture dans tout ça, elle est en suspens. Ce qui est important aussi, c'est les temps et les espaces qui existent pour pouvoir écrire. Et pour moi, Mauriac, c'est aussi un chalet Mauriac où on peut partir en résidence avec l'ALCA et la région Aquitaine. Et voilà, donc cet été, je serai 2 semaines en résidence au chalet Mauriac pour mise en voie, lecture d'un de mes livres. On suivra ça. Merci beaucoup, Beata Oumouliayi-Mérès. Je rappelle le nom de votre livre, Tous tes enfants dispersés, aux éditions Autrement. Nous avons ouvert cette émission avec l'arrière-petite-fille de François Mauriac. Nous la refermons en compagnie de sa petite-fille, Nathalie Mauriac d'ailleurs. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes agrégée de lettres, vous travaillez à l'Institut des textes et manuscrits modernes. Votre grand-père adorait cette maison. Était-il différent quand il était ici ? Oui, il était sans doute plus détendu qu'à Paris. À Paris, nous allions le voir rituellement tous les dimanches après-midi avec mes parents. Et sans doute qu'à Malaga, il était à la maison et oui, il prenait plus le temps sans doute. Et quelquefois, il parlait même un peu avec l'accent. Votre oncle Jean Mauriac est décédé cet été avec ses frères et sœurs. Il avait décidé de faire donation de cette propriété à la région. C'est une joie aujourd'hui pour vous qu'elle soit ouverte au public? Oui, c'est magnifique, c'est formidable. C'est vraiment une joie, une fierté, au fait, de voir qu'ils ont fait ce geste et que ça permet à beaucoup de personnes, à toutes ces nouvelles générations, de découvrir le domaine et de découvrir François Mauriac. C'est-à-dire que son souvenir, son esprit est maintenu. Et c'est vraiment ça qui compte. C'est l'esprit de François Mauriac qui habite toujours ce lieu et peut être transmis aux jeunes parce qu'il y a beaucoup d'actions pédagogiques ici et c'est formidable. Donc c'est une joie. Vous êtes une spécialiste de la littérature. Expliquez-nous comment l'œuvre de François Mauriac et son écriture inspirent encore les auteurs d'aujourd'hui. La partie la plus vivante aujourd'hui de son œuvre, c'est le bloc-notes. On voit la résonance que prend la réédition du bloc-notes aujourd'hui. Et récemment, j'ai écouté Philippe Lançon sur France Culture et j'étais vraiment émue
de l'entendre dire que pendant la terrible épreuve qu'il a traversée après les attentats contre Charlie, eh bien, le bloc-notes était une de ses références, un de ses soutiens, un appui. Donc il y a certainement dans cette œuvre une puissance de vie qui continue à se manifester. Merci beaucoup Nathalie Mauriac d'ailleurs d'avoir participé à cette émission ici à Malaga. Merci à vous de votre accueil. C'est la fin de cette émission spéciale Malaga, un refuge et une inspiration pour François Mauriac. Merci à toutes les équipes qui ont permis de la réaliser. Pour nos téléspectateurs sur Noah, place au film La fin de la nuit, inspiré de l'œuvre de Mauriac. Nicole Garcia et Thérèse Desqueroux, 20 ans après avoir tenté d'assassiner son mari pour échapper aux conventions bourgeoises. Elle voit sa fille Marie lui rendre visite, un film de Lucas Bellevaux à découvrir dans quelques instants.